et bienvenue sur Angers Télé. Voici ce qu'il faut retenir dans l'actualité de ce mercredi 25 septembre. 50 000 € viennent d'être attribués à une chercheuse angevine pour ses travaux sur le mélanome. Nous en parlerons dans quelques instants avec la principale intéressée, le professeur Catherine Passirani. Un match nul entre le SCO et une victoire pour les Ducs d'Angers. C'est le bilan des matchs joués ce mardi soir. Enfin, nous irons apprendre quelques pas de danse traditionnels avec la Brise d'Anjou. Ils vont ressortir les drapeaux et les banderoles. Les militants de la Manif pour tous seront mobilisés ce jeudi pour réserver un accueil bruyant aux élus et aux membres du gouvernement qui participent actuellement aux journées parlementaires d'Europe Écologie Les Verts à Angers. Différents rendez-vous sont programmés à la gare d'Angers ou au Grenier Saint-Jean. Une nouvelle occasion pour les manifestants d'exprimer leur désaccord avec le mariage des homosexuels. Des journées parlementaires qui se dérouleront d'ailleurs sans Noël Mamère. Le député a décidé de quitter le parti et ne participera donc pas au rendez-vous angevin. Ce chiffre, à présent, 6 505, c'est le nombre d'étudiants que l'Université catholique prévoit d'accueillir sur son campus d'Angers pour cette nouvelle rentrée universitaire. Des effectifs stables avec une baisse des inscriptions en mathématiques et une hausse des effectifs en psychologie. Les dirigeants de l'UCO réunis en conférence de presse ce mercredi ont tenu à mettre en valeur les taux d'insertion de leurs étudiants. En moyenne, 6 mois après avoir obtenu leur diplôme, plus de 70% des étudiants de licence et 75% des diplômés de master trouvent un travail. Confirmation avec le recteur de l'Université catholique de l'Ouest. J'explique ce bon taux par le fait que l'étudiant à l'Université catholique a fait un véritable choix. Un choix d'entrée, il a adhéré au projet d'une certaine manière et qui fait que finalement à un moment ou à un autre ça se ressent, je dirais, dans son cursus, dans son diplôme et dans la manière peut-être aussi dont il va se présenter auprès de ses futurs employeurs. Pourrait-on dire que, et c'est un travail que nous essayons de faire, qu'il y a peut-être un label proprement UCO qui ne s'explicite pas forcément par un supplément de diplôme mais qui quelque part arrivé sur le marché de l'emploi fait que effectivement on peut peut-être détecter un plus de l'étudiant UCO. Son ennemi, c'est le mélanome, ce cancer de la peau qui peut être particulièrement virulent. Le professeur Catherine Passirani et son équipe de recherche ont reçu mardi 50 000 € de la part de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Chaque année, cette fondation sélectionne et finance 400 projets à travers l'Hexagone. Alors à quoi va servir cet argent ? Réponse au micro d'Angers Télé. C'est un chèque de 50 000 € pour pouvoir travailler sur 2 ans, parce que donc l'idée est pouvoir de donner quand même de la soupape d'oxygène aux chercheurs pour avoir le temps, parce que chercher c'est une chose, trouver c'en est une autre. Et d'ailleurs on fait des découvertes, on en a eu récemment. Et donc c'est sur un ensemble en fait de 30 millions d'euros que nous distribuons, nous finançons chaque année des équipes de chercheurs. Notre rôle est de sélectionner et d'identifier les meilleurs projets partout en France, également à l'international, pour converger justement dans les 10 ans qui viennent à guérir ces 2 cancers sur 3. Aujourd'hui, il faut avoir à l'esprit que ce sont 1 cancer sur 2 qui sont guéris, donc c'est un enjeu très fort. Et pour parler de ce projet de recherche, nous recevons à présent le professeur Catherine Passirani. Bonjour. Bonjour. Alors brièvement, en quoi consiste votre projet de recherche ? Expliquez-nous. Alors, notre projet est de s'attaquer au mélanome, qui est un cancer très agressif de la peau. Et ces cellules étant très résistantes, nous travaillons sur des nanoparticules qui sont des petits vecteurs de médicaments qui vont transporter les cellules, les particules sur le site et déjouer cette résistance pour que les cellules puissent mourir suite à une chimiothérapie. Concrètement, ces 50 000 €, à quoi vont-ils vous servir ? Alors, ils vont nous servir à réaliser les expérimentations. Donc, tout d'abord, la formulation de ces nanoparticules qui demandent donc des composés relativement chers et également l'expérimentation à la fois sur les cellules de mélanome puis sur les animaux. Quelles sont les autres sources de financement dont vous disposez ? Alors les autres sources proviennent de l'université, puisque nous sommes dans un laboratoire universitaire, et de l'INSERM. Nous sommes un laboratoire mixte entre Université d'Angers et INSERM. Depuis quand, approximativement, travaillez-vous sur ce projet ? Alors, sur le mélanome en particulier depuis 2 ans seulement, mais sur les nanoparticules depuis une 15aine d'années. C'est le projet de toute une vie ?
Alors, les nanoparticules, oui, c'est mon projet, effectivement. C'est vraiment le cœur de mon travail. Et puis, les applications peuvent être diverses. Là, on s'intéresse au mélanome. On s'est intéressé beaucoup au cerveau, aussi au cancer, le glioblastome. Et voilà, les applications peuvent évoluer, mais le fait de vectoriser un médicament avec nos nanoparticules reste mon projet principal. Comment est venue cette idée de recherche? Comment vous vous êtes intéressé au mélanome et aux nanoparticules, aux effets des nanoparticules sur ces mélanomes? Alors le mélanome est dû, ce projet est dû à une collaboration avec un médecin en fait du CHU. Nous travaillons en étroite collaboration avec certains médecins qui nous a contactés, en fait, Ludovic Martin, le responsable du service dermatologie, et qui pensait qu'effectivement ces nanotechnologies pourraient être très utiles dans le traitement de ce cancer. Aujourd'hui, combien de personnes travaillent avec vous? Alors je travaille dans une unité là dirigée par le professeur Jean-Pierre Benoît de environ une vingtaine de statutaires, et puis la petite équipe qui va travailler sur les mélanomes est constituée de 4-5 personnes. D'ici combien de temps est-ce que vous pensez que ces recherches peuvent aboutir? Alors nous avons 2-3 ans de travail, on va dire, sur la preuve de concept par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé avec nos vecteurs. Puis si cela fonctionne correctement, on devra avoir des études de toxicité, de transposition d'échelle qui vont prendre aussi quelques années. Et donc pour arriver au lot clinique, on va compter entre 5 et 10 ans de travail. D'accord. Vous allez participer à la nuit des chercheurs ce vendredi? Alors l'équipe, oui, l'unité va y participer. Chaque année, on essaie de contribuer un petit peu à ces diverses manifestations. Comment ça va se passer? L'idée, c'est quoi? C'est de vulgariser un petit peu vos travaux? Alors la nuit des chercheurs, oui, c'est pour montrer au grand public ce que font les chercheurs concrètement dans leur travail de tous les jours, et puis des mini-conférences en fait sur ces différents thèmes. Ça va se passer où? Au Grand Théâtre à Angers. Catherine Passierani, merci beaucoup. Merci. Et bonne chance dans vos recherches. Merci. On ouvre une page sport à présent. En football, les hommes de Stéphane Moulin ont grappillé un point mardi soir face à Troyes. Les deux équipes se sont finalement quittées sur le score de 3 buts partout. Le match avait pourtant bien commencé pour les Noirs et Blancs qui menaient 2-0 à la mi-temps. À retenir tout de même la belle performance de Mohamed Yattara, auteur de 3 buts pendant la rencontre. Ce match nul sonne tout de même comme un avertissement qu'il faut prendre au sérieux avant la réception de Tours vendredi prochain. Le SCO reste tout de même en tête de la Ligue 2, mais avec seulement 2 points d'avance. Et c'est sur cette avance que l'entraîneur d'Angesco souhaite mettre l'accent. Stéphane Moulin. Je crois qu'il y a un travail qui est fait depuis quelques temps, et à un moment donné, il faut arrêter de voir le négatif parce que ça agace, ça énerve. Alors que je crois qu'aujourd'hui, la seule chose qui est importante, c'est qu'on a fait 8 matchs, on en a fait 5 à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier. Et qu'on a 17 points et qu'il n'y a pas une équipe qui a fait mieux pour l'instant. Donc voilà, après on peut toujours faire mieux évidemment. Mais moi ce qui m'importe c'est ce que fait l'équipe, c'est sa marge de progression, elle en a une. Ça c'est intéressant parce qu'on pourrait être à 17 points et être au maximum de nos possibilités. Je pense qu'on a encore besoin de progresser. Mais on le sait, on travaille, on le sait. On n'est pas une équipe et un club qui se repose, on a envie comme tout le monde. Voilà, on a des lacunes, mais qui n'en a pas? Après, travailler pour les combler et puis rendre les meilleures copies et être le plus performant possible. Il n'y a que ça qui m'intéresse. En hockey sur glace, les Ducs d'Angers ont rempli leur part du contrat. Mardi soir, les partenaires de Joe Bellemare se sont imposés 4-0 face aux Drakkars de Caen lors du dernier match de la phase allée de la Coupe de la Ligue. Une 3e victoire qui permet donc aux Angevins de conserver la tête de la poule A. Bonne nouvelle pour le club de handball d'Angers-Noyant. Très prochainement, il va disposer de nouveaux locaux dans le quartier Saint-Léonard qui vont lui permettre de fonctionner dans de meilleures conditions. La remise symbolique des clés avait lieu ce mardi soir. Fabrice Gadon. Ils vont quitter sans regret leur bureau exigu de la rue Guérin. D'une quinzaine de mètres carrés, les permanents d'Angers-Noyant vont en effet passer à 120 mètres carrés de locaux installés rue Saint-Léonard. Le site, qui appartenait à la ville d'Angers, est donc confié au club angevin, qui va ainsi regrouper dans un même secteur de la ville ses principales activités. Sur ces locaux ici au 330, on a le siège du club, donc avec là où on positionnera nos salariés permanents, notre secrétariat, notre agent de développement, notre agent responsable marketing. Et puis à 200 mètres d'ici, donc est positionné le centre d'hébergement dans lequel on a 3 appartements, où on a 8 jeunes qui sont hébergés. Tout ça à proximité de la salle Jean-Bouin. Donc en fait, on a regroupé aujourd'hui le centre d'hébergement, les bureaux et le lieu d'entraînement sur ce quartier Saint-Léonard dans un périmètre de
de 400 mètres, quoi. Aujourd'hui, tous les clubs sportifs de haut niveau doivent se structurer, en particulier pour répondre le mieux possible aux attentes de leurs différents partenaires. On doit avoir des moyens pour travailler tous les jours, même en dehors du terrain. Et donc c'est à ça que vont répondre ces nouveaux locaux. Et donc pour nous c'est une chance, c'est une grande chance d'avoir été compris sur ce critère-là, justement pour pouvoir bénéficier de ces nouveaux locaux. Pour Angers-Noyant, ces nouveaux locaux représentent donc une nouvelle étape dans sa structuration. Reste maintenant aussi à confirmer ses ambitions sur le terrain. On referme ce journal en vous emmenant à la rencontre de la Brise d'Anjou. Ce groupe folklorique angevin s'apprête à fêter ses 55 ans d'existence. Pour l'occasion, un spectacle aura lieu le dimanche 6 octobre. Nos caméras ont assisté à l'une des dernières répétitions. C'était ce mardi soir. C'est l'avant-dernière répétition pour les membres du groupe folklorique de la Brise d'Anjou. Le 6 octobre prochain pour les 55 ans de l'association, tous se produiront à la salle Claude Chabrol d'Angers, au programme des danses, mais aussi de la musique traditionnelle, car l'objectif du groupe, c'est évidemment de faire perdurer les traditions du monde rural angevin de la fin du 19e siècle. C'est des danses du coin, ça peut aller d'Angers, les Ponts-de-Cé, ça peut aller jusqu'à Cholet aussi, Saumur. Là, on interprète aussi la polka des officiers de Saumur. C'est plus des danses qu'on danse en couple. Comme vous allez vers la Bretagne, c'est plus des danses en ligne, des choses comme ça. Mais les danses restent authentiques, hein. Les pas ne changent pas, c'est juste les petites chorégraphies pour passer d'une danse à l'autre qui varient. C'est très physique, ouais, très physique, mais bon, faut aimer ça. J'ai été sportive, alors donc moi j'aime pas beaucoup et j'aime beaucoup, et puis ça remue. J'aime tout ce qui remue alors. La Brise d'Anjou a été fondée en 1958, elle a compté jusqu'à 70 membres. Aujourd'hui, ils sont encore une bonne trentaine, des danseurs, mais aussi des musiciens et des conteurs en patois. Ils se regroupent tous les mardis soirs dans leur salle rue Guet-Argent à Angers, en costume d'époque évidemment. C'est une richesse du pays, c'est comme les monuments historiques, hein. C'est ça qu'il faut voir. Et tous les gens qui viennent et puis qui disent « Ah ben on dansait ça », les anciens qui revoient ce qu'ils dansaient quand ils étaient jeunes, puisqu'en fait c'est ça aussi. Et puis bon, bah, c'est notre vocation, quoi. On est mordus, on est mordus. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe ou assister à leur spectacle du 6 octobre à Angers, direction leur site internet labrisedanjou.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Et puis, n'oubliez pas, Angers Télé est désormais disponible sur la Livebox d'Orange à la chaîne 269. Faites passer le message à vos proches. Quant à nous, on se retrouve jeudi soir pour faire un nouveau point sur l'actualité angevine.